Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission spatiale toutes les 2 semaines qui s'appelle Odyssée. On est toujours dans la saison 1, déjà à l'épisode 5 et encore une fois, j'ai failli oublier mais ce ne sera pas le cas. On va s'écouter le générique et on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà après ce générique. Avec nous ce soir, petit comité, nous ne serons que 3. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous du Canada Gaëtan. Salut, salut. J'espère que ça va. Et avec Oui, nous, ça va, ça va. ça se passe, mais on y reviendra, je pense. Et avec nous, on a aussi Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, ça va Thomas? Ça va très bien, ça va très, très bien, plus en forme que jamais. Bah écoute, parfait. Voilà et j'en profite pour prendre la main car nous sommes aussi avec notre, Vas-y. bon animateur, Simon. Bonsoir Simon. Merci beaucoup de me présenter pour cette fois, ça fait plaisir. C'était pas du tout répété, mais tout va bien. Absolument pas. On va débuter tout de suite l'émission, comme d'habitude, par la partie actualité. Petite pensée et petit lien avec l'émission qu'on a pu faire donc il y a 2 semaines. On va vous faire un petit point sur, notre bon vieux radiosatellite, radiotélescope par radiosatellite Arecibo. Je vais laisser Gaëtan en parler un petit peu. Ben oui, on en a parlé la semaine dernière, Arecibo qui était, dans le mal, au niveau structurel et qui du coup a pris dans la tronche la décision, de se faire, démonter et en fait, malheureusement Arecibo a pas eu le temps vraiment de se faire démonter puisque le 1er décembre, dernier, il y a eu, tout simplement la chute de l'antenne, et du télescope, du coup de fait aussi. Parce que des câbles ont lâché en live et tout s'est écrasé à l'intérieur de la structure de la coupole, quoi. Donc voilà, Arecibo part dans une sorte d'explosion, cinématographique, à nouveau, quoi, comme dans James Bond, dont on avait parlé la semaine dernière et ce qui fait un peu chier quelque part, c'est qu'on se retrouve avec un télescope qui était, du coup un monument en gros de l'exploration spatiale qui malheureusement enfin est détruit, par accident. Donc il y aura pas de conservation, muséale en gros des instruments. Je pense que c'est le principal problème de cet accident du 1er décembre. On peut féliciter par contre les mecs d'avoir détecté les problèmes puisque, c'était visiblement, ça commençait à vraiment craindre un maximum pour la structure, puisque à peine ils ont eu le temps de dire que, c'était, pas réparable que quelques semaines après, tout s'effondre, tout seul, quoi. Donc voilà, Arecibo, s'est écrasé, et puis le reste de la structure, est encore en état de démontage à l'heure actuelle, quoi. Si vous voulez voir les vidéos, parce que c'est assez intéressant, il y avait un drone au moment où ça s'est détaché qui était en train de filmer justement, les câbles pour voir dans quelles conditions ils allaient pouvoir démonter la chose, ce qui fait que en fait la structure, enfin la chute de la structure a été, enfin est très bien documentée. On voit comment dire, l'effondrement, filmé par plusieurs caméras de sécurité et notamment un drone volant qui est au-dessus de la structure au moment où ça s'écrase. Donc on peut voir la totalité de la chose. C'est assez impressionnant. Donc voilà, Ouais, c'était ça la petite news sur Arecibo. bah, c'est des images spectaculaires qui ont d'ailleurs pas mal tourné, enfin de moi ce que j'en ai pu en voir sur, à la fois la presse spécialisée, mais aussi, la presse plus générale, j'ai envie de dire. Et comme tu l'as dit, c'était assez exceptionnel parce qu'à ce moment-là, pile, il y avait un drone qui filmait un des pylônes en gros qui tenait les câbles pour, qui soutenait l'antenne au-dessus de la coupole et aussi une caméra de sécurité qui je crois, ouais, était Ouais, c'est posée ça. au pied de la coupole et qui elle a vu la structure tomber sur, enfin dans carrément l'antre du radiotélescope. Donc c'est à la fois très beau, majestueux et très triste, comme vidéo. Et bon, ça a fait les grands titres parce que c'est spectaculaire, mais c'était aussi un radiosatellite, un radiotélescope, ça fait 2 fois que je le dis, qui était très connu du point de vue scientifique, mais aussi, du grand public par les films dans lesquels Ouais, il a pu c'est apparaître. ça. Donc bon, Et bon, on peut aussi, quelque part, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes, quoi, en fait. Parce qu'il non, y a bien quand même sûr. des gens qui travaillent sur la structure, notamment justement dans le but du démontage, qui est précédemment, ils bossaient dans le but de planifier le démontage de la structure. Et fort heureusement, il y a eu aucun blessé suite à cette chute, alors que bon, c'est quand même une chute assez impressionnante parce que je sais pas combien, je crois que je l'avais cité la dernière fois combien ça faisait de tonnes la structure qui est Ah suspendue, ouais, 900 tonnes mais si je dis pas de bêtises.
je crois. C'est colossal, ouais, c'est colossal. Ce qui fait qu'une chute pareille, un câble entraîné par, un poids pareil, ça je pense, vu que visiblement dans les vidéos, on voit que ça découpe carrément des tours de soutien, juste, par la force du câble qui découpe la tour, c'est assez ouf. Si jamais quelqu'un est dans la zone, enfin, genre, il est littéralement coupé en 2 quoi, directement, donc Mais déjà, point pour ceux qui veulent voir les vidéos peut-être, ce qui est impressionnant, c'est que sur la vidéo donc qui est au sol, on a presque l'impression que la structure quand elle tombe, c'est au ralenti, mais non. La vidéo est à vitesse c'est que c'est réelle énorme. et que c'est tellement gigantesque que c'est et puis en plus que tout ce que ça embarque comme tu le disais et aussi un point, c'est que déjà il y a quelques mois, ils avaient fait le choix, enfin il y avait déjà eu des défaillances et ils avaient dit: «C'est trop dangereux pour réparer». Là, on en a un point où c'est plus une question de réparer, c'est une question de démanteler. Ce qui avait été officialisé donc il y a 2 semaines et là, on le comprend que les réparations Ouais, étaient inenvisageables. Enfin, c'est ça. c'est vraiment le choc est extrêmement violent. Mais tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Thomas, ouais? Ouais, non, comme tu disais, c'est bien qu'ils aient, un petit peu anticipé le truc, quoi, parce que c'est vrai que si tout ça n'avait pas été accéléré, ça aurait été encore plus compliqué si, la structure avait lâché pendant des opérations ou d'autres choses, disons d'ordre scientifique plus que, d'ordre de démontage, quoi. Ouais, mais bon, ça faisait déjà depuis le mois d'août que Ouais. certaines parties de la structure commençaient à s'effondrer. Mais comme tu le disais, Gaëtan, et c'est vrai, c'est un des points importants. Ce qui est triste, c'est que les instruments ne pourront pas être Récupérer, ouais. conservés, être mis en avant dans des musées ou autres, parce que ça a fini dans de grands fracas. Et je sais pas qu'on peut sauver de tout ça, quoi. Mais bon. Bah, je pense que ce qu'ils vont sauver, c'est malgré tout la coupole, parce que ça, il y a pas de démontage, je pense, de prévu. Donc, ça veut dire que ce «bol» entre guillemets va rester présent, sur place, comme un espèce de monument. Mais, ça veut aussi dire que par contre, J'attends, il y aura pas de pardon? non, vas-y, je disais, j'attends le 1er événement Red Bull, pour emmener des skaters dans la coupole. C'est vrai que ça pourrait faire un spot assez intéressant, mais, non, mais ouais, ce qui est embêtant, c'est que c'est pour les parties entre guillemets «plus petites» que la coupole quoi, qui fait 300 mètres. Mais, les parties plus petites pourront pas être, conservées dans des, musées divers et variés à travers la planète, et notamment aux USA, je pense. Donc voilà, c'est ça qui pose un peu souci, c'est que ça part avec peu de traces, physiques et matérielles en fait, qui resteront derrière. Même si à mon avis, de toute façon, un télescope de cette ampleur-là, au niveau historique, il sera pas oublié de toute façon, je pense, par l'histoire de l'exploration spatiale. Ça m'étonnerait fort. C'est pas le télescope de Joe Clodo quoi quand même, Arecibo. Donc ça Bah, non. devrait ça devrait pouvoir rester dans les mémoires, quoi. Et moi, C'est faux. je sais pas. Je me demande si la coupole sera pas en partie démontée du fait qu'elle soit effondrée sous le poids de l'antenne qui est tombée dessus. Je sais pas s'ils vont la garder, s'ils vont juste enlever enfin, tout ce qui est scientifique et tout ce qui appartenait au câble et au poteau et laisser la structure. Je sais pas du tout. On verra bien. Mais ça fait aussi malheureusement un peu écho du coup à la scène, c'est dans GoldenEye qu'ils font sauter Ouais, Arecibo. C'est ça, ouais, exactement, tout à ouais. fait. Donc sa fin aura été un petit peu, enfin, ce film aura presque été prémonitoire sur la fin du satellite. Donc Exactement, qui sera exactement, ouais. venu 30 ou 40 ans après. Je sais plus de quelle année était GoldenEye, Oh ça, mais c'est bon, c'est quand même pas si années vieux que ça, je 80. pense pas. Non, 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 c'était Ah ouais? Pierce, Brosnan, donc c'était, Ah, Ouais, c'était c'est déjà plus Pierce Brosnan, récent. t'as Ah oui, raison. c'est Pierce Brosnan. 90, ouais. C'était 90, ça doit je être, pense. ouais, je pense que c'est 99-98, un truc dans Ouais. cet ordre-là, je pense. Enfin bon, on voulait revenir un peu sur ce sujet, parce qu'on en avait parlé déjà il y a 2 semaines, et aussi parce que ça avait quand même été un petit peu relayé sur la presse. Une triste nouvelle, mais je sais pas si tu as des choses à rajouter, Gaëtan, mais on va Non, non, passer à une autre absolument actu pas. plus joyeuse. D'accord. Ben, je vais donner la main à Thomas alors, qui va nous parler d'une réussite cette fois, même si Arecibo dans toute sa carrière a été une grande réussite. Mais là, c'est une réussite chinoise, donc je te laisse reprendre la main. Absolument, Simon, merci. Alors en effet, la mission Chang'e 5, qui avait pour objectif de récupérer donc des échantillons lunaires, et donc c'est 2 jours après son atterrissage seulement, un atterrissage qu'on peut retrouver des vidéos, sur internet qui est assez impressionnant. Hem, un atterrissage qui donc a servi à capturer des échantillons qui seront ensuite, rapatriés sur terre très prochainement, le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises, pour que donc la Chine, on avait un petit peu évoqué, la dernière fois, puisse avoir ces échantillons et puisse, disons, avoir un petit peu, on espère, de nouvelles informations ou, obtenir de nouvelles réponses à des questions. Voilà. Petite
question au passage, est-ce que vous avez une idée du nom, de ce que veut dire le nom de Chang'e 5? Putain, je l'ai Ah, je su ça, savais. mais Je savais ouais. aussi. Ça, c'est ce Mais qu'on dit quand on ne le sait pas. Oui, ah, bah, je l'ai c'est vu ça, absolument. passer au tout début. Non, je sais plus. Vas-y, tu pourrais nous le dire. Alors, cette mission Chang'e 5 tire son nom d'une déesse de la lune, selon la mythologie C'est chinoise. ça, c'est Voilà, ça. on reste dans Dans un les contexte, on reste voilà, dans le contexte. oui, Voilà. c'est dans la mythologie chinoise, c'est la déesse de la lune, ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, aux dernières nouvelles, les échantillons ont pu être amenés jusqu'à la plateforme orbitale autour de la Lune et l'amarrage se serait bien passé, si j'ai bien tout suivi. Donc Mmh. on attend plus de retours, jusqu'au retour justement des 10 échantillons. Parce que ça a quand même été une mission très rapide. Elle a été lancée le C'est ça, 23 novembre et on là, est elle est sur une censée mission revenir, express. ouais, le Oui, j'ai oublié de le préciser. mi-décembre, quoi. C'est ça. Bah, c'est pas si loin la Lune, enfin, voilà, quoi. C'est pas si compliqué que ça, après tout. Surtout que, enfin, de Chang'e 5, cette mission est extrêmement complexe parce qu'ils ont pas choisi les manières de faire les plus simples. Comme tu l'as dit, c'est une mission en plein de boue, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, je crois. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que, ils ont posé un atterrisseur sur la Lune avec un truc qui récupérait, des échantillons à la fois dans le sol et sur la surface, pour après faire remonter, une capsule qui a fait un rendez-vous, ce qu'on appelle orbital du coup, avec, l'orbiteur qui continue à être autour de la Lune et qui après va repartir sur Terre. Enfin, c'est un bordel, on peut le dire, pas possible pour un retour d'échantillons et que C'est un tout se sacré passe bien. enchaînement, ouais. Ouais, et que tout se passe bien, c'est quand même une preuve encore une fois que le programme lunaire chinois, c'est loin d'être une blague, quoi, et qu'il Ah, il prépare tient des la choses à route. l'avenir. Et puis c'est la première étape pour une suite, pour, d'autres missions que, la Chine veut mener à bien sur la Lune. Ouais, c'est ça. Ce dont on entend parler, c'est bien sûr, des humains sur la Lune, enfin des humains, des citoyens et des astronautes chinois, taïkonautes du coup, sur la Lune pour l'horizon 2030. C'est Donc là, ça. les premières avancées qu'ils commencent à mettre en œuvre sont, plus qu'encourageantes sur, la bonne réussite et le calendrier à peu près respecté peut-être. On verra. Donc du coup, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur Chang'e? Non, non, on a fait un petit tour assez cohérent. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir, là-dessus, plus en détail quand on aura un petit peu les retours d'échantillons. Ouais. Allez, si, Mais, petit point symbolique qui a été, mis sur la Lune en plus avec Chang'e, c'est quand même le drapeau chinois qui a été officiellement déposé tout à sur la fait, Lune. oui. Il y a eu les premières images aujourd'hui ou hier, je crois, enfin moi je les ai vues aujourd'hui. Hier, je sais plus, ouais, je Ouais, crois. de ce drapeau qui est venu, se poser. D'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions parce que ça a fait quand même un certain buzz, de ce que j'ai pu voir, enfin même dans les médias destinés au grand public, au-delà des simples médias spécialisés. Il y a quand même voilà, ça a quand même pas mal tourné comme info. Ça a été, Est-ce que tu l'as vu ça, Gaëtan? Non, je l'ai pas vu, mais symboliquement, l'idée de poser un drapeau, bah, c'est quand même assez, c'est assez flippant dans le contexte actuel parce que, vu ce comment dire? Vu le backlash aujourd'hui qu'on fait sur, bah, le drapeau américain qui a été posé sur la Lune, l'idée de mettre, un drapeau national, et donc du coup, bah, quelque part, comment dire? Assez, égocentrique quoi, en fait, plutôt qu'international, c'est assez étrange, quoi. Bah, c'est la Chine Donc après bon là, sur les ouais, participations internationales, ça reste quand même un pays relativement fermé même si, sur tout ce qui est technologique, il y a quand même une ouverture et des participations d'autres nations à des missions chinoises. Mais voilà, ils font pas partie du programme ISS, par exemple. mmh Ce qui en dit quand même un petit peu, mais c'est une information, qui était quand même importante. Et aussi, donc point qu'on a vite fait aborder, les échantillons que vont ramener Chang'e sont à la fois des échantillons de la surface de l'endroit sur lequel il s'est posé, donc le mont Rümker, et aussi ils sont allés chercher des échantillons, ce qu'on appelle des carottes, donc en forant la surface de la Lune, tout à qui eux fait. aussi vont être ramenés et qui faisaient, je crois, 500 grammes, quelque chose comme ça. Mais bref, est-ce que tu avais d'autres points à aborder? Du tout, du tout, du tout. Je te laisse prendre la suite, Ouais, bien aimablement. beh, je vais reprendre tout de suite, la main pour notre dernière actu dont on va discuter pendant un petit moment, qui est le retour d'échantillons de la mission Hayabusa 2. Donc déjà pour, contextualiser un petit peu pour nos auditeurs, nous enregistrons donc le samedi, que je dise pas de mauvaise date, le samedi 5 décembre, donc le jour du retour des échantillons, et je suis pile devant le live de l'agence spatiale japonaise, donc responsable de la mission Hayabusa 2, et je les vois en train de se féliciter,
Genre, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le son, parce que bien sûr, j'enregistre une émission de radio, donc je peux pas avoir le son. Mais je ne sais pas si tout s'est exactement bien passé, mais je pense que c'est le fait que les échantillons viennent d'être récupérés avec succès en Australie. Donc, pour revenir un petit peu dans le temps, pour vous expliquer ce que c'est que cette mission, Hayabusa 2, c'est une mission qui est très très ambitieuse sur plein de points, et dont le but était d'aller visiter un astéroïde qui s'appelle Ryugu, qui est situé environ, pour la taille la plus haute de son orbite, à 340 millions de kilomètres de la Terre, donc ce qui n'est pas rien. Et cette mission avait pour but de l'observer déjà dans un premier temps, de déposer différents rovers et matériaux d'analyse scientifique sur sa surface, ce qui a été une réussite pour tout, mais on va y revenir, et aussi de récupérer des échantillons à 2 reprises sur ce même astéroïde et les ramener sur Terre. Donc là, ce dont se félicitent les membres de la JAXA, c'est le bon retour des échantillons sur Terre, qui sont posés en Australie, dans le désert de Victoria, si je ne dis pas de bêtises, et qui sont récupérés donc, via parachute, etc. Et qu'après, on va pouvoir analyser. Et ces échantillons ont été récupérés de 2 manières. Donc, dans un premier temps, sur la surface de l'astéroïde de manière plus ou moins classique, comme l'a fait par exemple la sonde OSIRIS-REx qu'on a vu, dont on avait parlé dans une des premières émissions. Et dans un deuxième temps, quelque chose qui peut paraître un peu fou, mais c'est que la sonde a lâché ce qu'on appelle un impacteur, donc ce qui est en gros une petite charge explosive sur l'astéroïde, et la charge a explosé un tout petit peu au-dessus de sa surface, ce qui a créé un cratère artificiel. Et là, la sonde est revenue récupérer des échantillons au fond de ce cratère. Dans quel but? Dans le but de récupérer des roches qui ont été moins exposées à l'espace, et donc au vent solaire, à l'irradiation, et donc qui témoignent mieux de la formation de cet astéroïde qui a quand même plus de 4 milliards d'années, donc qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur la formation de notre système solaire, et aussi peut-être l'apparition de la vie sur Terre, car c'est un astéroïde qui a été choisi pas pour n'importe quelle raison, c'est parce que c'est un astéroïde qu'on appelle carboné, donc pour faire simple, qui a beaucoup de carbone dans sa composition, et qui est très sombre, donc qui est quand même plus ou moins protégé un petit peu de... Enfin, si on dit qu'il est sombre, c'est qu'il est protégé un petit peu des rayons solaires. Donc c'était pour ça que c'était la cible. Vas-y Gaëtan, tu voulais poser une question? Non, je pensais que c'était potentiellement aussi pour explorer l'idée de pense-permis, je pense, au-delà de la formation du système solaire, je crois qu'il y avait une histoire aussi de possibilité de pense-permis pour l'apparition de la vie, si je dis C'est-à-dire pas de de pense conneries, permis. mais je sais pas. Ben, la pense-permis, c'est l'idée que au lieu que la vie se soit formée uniquement avec le contexte terrien, qu'en fait Mhm. il y ait des éléments, en gros des chaînes carbonées ou des éléments chimiques qui étaient apportés par des astéroïdes en fait ou Oui, des météores qui seraient écrasés sur Terre. Et l'idée étant que ben, ouais. du coup que potentiellement la vie autre part est une structure similaire puisqu'on ne serait pas genre indépendant au niveau de notre origine de l'origine potentielle d'une vie autre part, quoi. Oui, c'est ça, Donc exactement. l'idée de checker aussi ce passé géocroiseur, mais je sais pas comment appeler ça, mais des, euh, C'est un des astéroïdes en géocroiseur. fait qui rentrent Ryogo, c'est un dans notre géocroiseur. voilà, mais pour le coup, c'est pas forcément un géocroiseur dans le sens où il suffit d'observer un astéroïde ou une comète qui arrive dans notre système solaire, sans parler de forcément être sur la trajectoire de la Terre, mais qui arrive dans notre système solaire, qui est capturé par notre Soleil, pour checker justement d'où il vient et potentiellement trouver des éléments dessus qui pourraient indiquer que à son origine, potentiellement, il y a de la vie similaire à la nôtre, quoi, en gros. C'est ça. Mais c'est un peu une des questions qu'on se posait. Est-ce que veulent pouvoir vérifier les scientifiques, ce qu'ils ont déjà pu faire en partie sur l'astéroïde grâce aux différents rovers qui ont été posés, dont un rover qui est une participation franco-allemande. Enfin, c'est pas un rover, c'était un atterrisseur d'ailleurs, l'atterrisseur Mascot, et qui a été une réussite totale sur toutes les missions qu'il avait. Il a même dépassé un petit peu, il devait durer que 15 heures, en estimé en durée de vie, et au final, il a duré plus de 17 heures, donc ce qui était très très bien pour une première de ce type-là. Et donc, comme tu le disais, c'est vrai, une des questions que se posent les scientifiques et l'intérêt qu'il peut avoir pour Ryugu, c'est que on n'est pas encore complètement sûr exactement de plein de choses, de comment s'est créée la vie sur Terre, et on pense que possiblement des rencontres entre guillemets d'astéroïdes ou de météorites ont pu apporter des particules, des molécules qui auraient favorisé le développement de la vie. Et donc, Ryugu est un très bon témoin de ce qu'aurait pu être ça. Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que vraiment il y a des particules qu'on retrouve sur cet astéroïde-là il y a 4 milliards d'années qu'on a déjà retrouvées sur Terre ou non? C'est des questions qui se posent, d'où l'intérêt de ces échantillons-là.
Exactement, ouais. C'est ça, c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de pense-permis. Mais après bon, l'idée de enfin, c'est un peu chercher comme souvent quand on fait, quand on parle de spatial, c'est aussi un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin parce que, il faudrait, au niveau scientifique, pour faire des tests, pour vérifier une hypothèse, et une théorie, ben, en fait, il faut, énormément d'expérience et là, bah, l'idée, c'est de multiplier les expériences au niveau des échantillons qu'on peut choper sur des géocroiseurs pour vérifier certaines de ces hypothèses-là. Mais, on n'en est pas, je sais plus à combien on en est là d'échantillons récupérés sur des, comètes ou des astéroïdes? Ça doit être c'est le Beh, troisième ou le deuxième, je sais alors plus. là, c'est le deuxième, parce qu'en fait, justement, j'allais y venir, mais tu me tends une perche incroyable, c'est que la Ah, mission s'appelle parfait! Hayabusa 2, donc forcément, il y a une mission Hayabusa 1, qui a été lancée aussi par le Japon. J'ai plus les dates, mais c'est en 2003, c'est ça? Qui a été une mission qui a eu beaucoup plus de problèmes, disons, qui qui devait déposer justement aussi un petit atterrisseur sur la surface de l'astéroïde qu'elle allait aller rencontrer, qui s'appelait Itokawa. Mais le largage a eu plusieurs défaillances qui ont fait que l'atterrisseur s'est perdu dans l'espace. Mais elle a quand même réussi à aller chercher quelques échantillons en surface qui sont retournés sur Terre donc en 2010 et qui ont pu être analysés, donc qui sont les premiers échantillons d'astéroïdes de ce type-là, donc de type C Apollon, si je dis pas de bêtises, qui ont pu être récupérés et analysés, mais il y en avait beaucoup moins. C'était de l'ordre vraiment, c'était des poussières, comme il le disait. Et là, donc, ce sera la première mission qui reviendra avec, on ne sait pas encore exactement combien, mais un nombre d'échantillons quand même conséquent, de deux types, comme je le disais, donc de surface et un peu plus de profondeur, et qui vont être analysés très prochainement. Et le troisième auquel tu penses, je pense, Gaëtan, c'est les échantillons qui vont être ramenés par Osiris Rex. Je me rappelais plus exactement de la date, je sais plus si c'est pas en 2023. Ah, c'est ça, c'est clairement ça Effectivement. auquel je pensais, ouais. On en a déjà J'avais pas parlé. le nom, mais ouais. On en avait parlé, je crois, dans la première ou deuxième émission. Thomas, tu me reprendras peut-être. Et je crois que la date de retour estimée, c'est 2023, mais tu te rappelles de ça, toi? Ouais, ça me oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'on en avait parlé, on avait évoqué, je vérifie. Mais bon, mais enfin voilà, en gros, c'est dans la même veine. Et donc, ces missions Hayabusa sont vraiment comment dire, les premiers exemples de ce qu'on peut faire en récupération d'échantillons très lointains qui ne viennent pas de planètes ou de la Lune, par exemple. Et une des technologies qui a été aussi expérimentée, pas pour la première fois, mais qui a vraiment été sur une mission au long cours prouvée comme efficace, c'est les moteurs ioniques, donc des moteurs électriques qui ont équipé la sonde Hayabusa, qui lui ont permis de faire toutes ces distances gigantesques, parce qu'on parle de plusieurs milliards de kilomètres qui sont parcourus par Hayabusa. Et le pire, c'est que là, elle est techniquement en fin de mission, parce que la sonde vient de larguer ses capsules, et on peut se dire, elle va se désintégrer dans l'atmosphère, mais pas du tout, que nenni. La sonde, donc elle a largué ses échantillons ce matin, pour nous ce matin, entre guillemets, et demain matin, elle va passer au plus proche de la Terre, donc à 3000 kilomètres, ce qui est quand même très très proche. Et en fait, elle va pas venir se cracher dans la Terre, mais elle va continuer sa mission. Elle va faire ce qu'on appelle un flyby, donc c'est-à-dire qu'elle va passer à côté. Donc à côté en spatial, ça veut dire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, hein, de deux, je crois, autres astéroïdes géocroiseurs, avant d'aller récupérer, enfin faire un rendez-vous avec un troisième astéroïde, donc qui pour l'instant a un nom qui est un nom du spatial que je vais vous retrouver, qui est 1998 KY26. Donc c'est un astéroïde sphérique qui est situé à je sais plus combien de kilomètres d'ailleurs, de centaines de milliers ou de millions de kilomètres de la Terre. Mais en gros, elle va pouvoir se poser à côté de lui en 2031 et pouvoir l'observer sur quelque chose qui est une extension de mission, ce qui normalement n'existe pas. Mais là, il faut savoir que la sonde Hayabusa a encore à peu près la moitié de son carburant, grâce à ces moteurs électriques ioniques qui sont des moteurs avec une puissance très faible, mais qui permettent de rester allumés pendant très longtemps et donc du coup d'atteindre des vitesses quand même intéressantes. Et donc voilà, c'était une petite fun fact. La mission d'Hayabusa est loin d'être finie au final. Ouais, je crois que pour l'info, tu me dis si je me trompe, mais je voulais faire une petite précision sur les moteurs ioniques. En gros, c'est des moteurs qui ne permettent pas de bouger il peut y avoir une grosse inertie avec ces moteurs-là. C'est-à-dire que tu peux pas faire bouger quelque chose d'énorme, Mm. je crois. Oui, non, bien Et sûr, c'est ça. mais par contre, c'est des choses qui te permettent une accélération, en fait, sur la durée. C'est-à-dire que c'est pas conçu pour des, comment dire? Pour faire bouger des grosses structures en dehors, comment dire? De la Oui, gravité, sur Terre, d'un on ne objet les stellaire. suivra pas, quoi. Mais pour des petits Ouais, c'est ça, mais pour des petits, ouais, des petites structures, en fait, ça permet de faire une accélération très longue et donc potentiellement d'atteindre des vitesses assez importantes aussi à la longue durée, quoi, sans avoir
à transporter un carburant lourd. Et voilà, quoi. C'est ça le principe, je crois, des Ouais, moteurs ioniques. exactement. Enfin, en gros, pour donner un exemple, on va jamais utiliser, en tout cas pas avec la technologie actuelle, des moteurs ioniques pour faire décoller une fusée. Non. C'est loin d'être assez puissant sur la charge, enfin sur la puissance qu'on appelle en kilonewton ou autre, que ça peut décharger à la seconde. C'est des moteurs, comme tu le disais, qu'on utilise pour des petits satellites. Après, ça peut être adapté pour des plus gros satellites, mais ça fournit une poussée qui est très faible par rapport à des moteurs ce qu'on appelle chimiques, donc ce qui va faire décoller des fusées, mais ça peut donner de l'impulsion pendant très longtemps. Donc à terme, tu peux atteindre des grandes vitesses quand tu es dans l'espace. Et c'est ça qui est intéressant, et ce qui a été prouvé avec Hayabusa, c'est que sur des voyages de très longue durée, en tout cas en kilomètres surtout, les moteurs ioniques peuvent être vraiment intéressants et permettre de même consommer moins que ce qu'on pensait. En plus de pouvoir faire des corrections d'altitude assez précises, de pouvoir être redéclenché plusieurs fois, même presque plus ou moins de manière indéfinie, ce qui n'est pas le cas de tous les moteurs chimiques, loin de là. Donc, c'était aussi une expérience, cette mission, de ce point de vue-là, qui a entériné le fait que oui, pour des missions satellitaires principalement, ça peut être intéressant de faire appel à des moteurs ioniques. Voilà, c'était à peu près tout. Vas-y Thomas, tu veux peut-être dire quelque chose? Ouais, non, pour la petite fun fact aussi sur ces moteurs ioniques, moi, ce qui m'avait bien plu, et j'en parlais avec un ami à ce moment-là, quand on avait regardé des images, pour le grand public ou ceux qui sont pas trop dans le spatial, en tout cas, ce moteur ionique, il a un design assez sympa sur les images qu'on peut avoir, les schémas de représentation ou autres. Ça fait un peu moteur, disons, réacteur de vaisseau spatial, quoi, hein, comme on voit dans les films ou ce genre de Oui, choses. ça fait un peu Star Wars, ce que j'allais dire à certains points. Ouais, c'est ça, donc c'est vrai que ça peut être assez sympa pour aller jeter un œil dessus. Ça fait un peu SF, quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est une technologie qui à l'avenir va être pas mal utilisée, enfin, qui l'est déjà pour pas mal de choses, mais sur des missions, je pense, de plus grande ampleur, et tant mieux, à mon avis. Je vois pas, enfin là, j'ai essayé de regarder un petit peu le live, je pense que c'est une réussite. Je vérifierai ça plus tard, mais vous, vu que l'émission sera diffusée le mardi, vous aurez sûrement plus d'informations, donc nous vous invitons à vous renseigner via l'agence spatiale japonaise et l'agence spatiale française et autres qui vont sûrement faire des communications là-dessus. Mais c'est une réussite de bout en bout. Donc, dans le spatial, c'est quand même parfois assez rare pour des missions d'une ampleur aussi importante. Pour être quand même souligné, on a voulu en parler avec vous ce soir. Vous pouvez bien sûr, comme on l'a dit dans d'autres émissions, retrouver ces informations sur la page horizon.actu qui est sur Instagram, qui vous fait un résumé d'un petit peu tout ça. Et sinon, si vous n'avez rien de spécial à dire, je pense qu'on va passer à la petite pause musicale de l'émission, si tout le monde est d'accord. Je vois que personne ne me contredit, Complètement. donc Je je donc on allons-y. attend avec impatience le titre de Non, alors ce voilà, Ah là Golden il là, Record. essaye de sale me perche. piéger. Donc, pour ne pas changer notre bonne tradition, on va vous passer un morceau qui est dans le Golden Record, donc The Sound of Earth, qui est parti avec la sonde Voyager. Aujourd'hui, on a choisi un son, enfin j'ai choisi un son et je me suis peut-être mis des bâtons dans les roues pour ça, qui est le son de la Bulgarie, dont je ne ferai pas l'affront, peut-être aux Bulgares, aux russophones, de prononcer le nom, parce que c'est écrit bien sûr en alphabet cyrillique, et je ne sais pas le lire, et je suis tombé des nues quand, tout tranquille, je me suis dit, bon, je vais aller sur Google Traduction, je vais utiliser la synthèse vocale, mais il faut savoir que la synthèse vocale n'existe pas pour le bulgare, donc je suis pas dans la merde, donc du coup, je ne vais pas le dire, parce que je ne veux froisser personne. Je le mettrai dans la description des différentes enfin du Mixcloud, de l'Instagram et du Facebook. Et on va vous le passer de façon que vous l'aurez juste après, là, quand on va le lancer. Et on en débrief après l'écoute, si ça vous va. Parfait, Bien écoutez, parfait, parfait. on part pour le son de la Bulgarie, qui est parti avec le Golden Record des sons Voyager, et on se retrouve tout de suite.
Et donc, on se retrouve après l'écoute de cette piste, de cette participation bulgare au disque d'or, donc de Sound of Earth, qui est dans les sons de Voyager actuellement. C'est quand même un son qui est très puissant, moi je trouve en tout cas. Je sais pas vous, quel est votre ressenti? Ah oui, oui, c'est puissant. C'est comment dire? Ça résonne, ça évoque pas mal de choses. Enfin, moi, ça m'a fait penser à des musiques de films, ou de jeux, d'ailleurs. Mais non, non, c'est puissant et ça montre bien, bah, la grande diversité culturelle et la richesse que peut contenir ce beau golden record. Oui, quand tu parles de musique de jeu, je vais te laisser parler Gaëtan juste après, mais moi ça me fait beaucoup penser, mais aussi parce que c'est une musique des pays de l'Est, à The Witcher par exemple, aux ambiances Ah qu'il y a ouais, dans The voilà. Complètement. Witcher. Tu voulais dire Je ça? m'en doutais. Voilà. Bah ouais, mais je pense que Non, 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 du tout. Parce que je suis pas un gros fan de The Witcher, mais non, par contre, ça m'a fait penser, je vais faire un petit shout-out, une fois n'est pas coutume, à l'émission Première Écoute, parce que on a couvert un album notamment avec des chants bulgares un peu de ce type-là, qui s'appelait Music to Drive Away the Vampires. Je sais pas si t'étais là, toi, Simon, quand on a non, couvert je cet je crois album-là, pas. mais Je crois pas, non. bah, du coup, voilà, ça m'a vraiment beaucoup rappelé ça. Je me demande même si, honnêtement, ça se trouve, elle est aussi présente dans cette compilation de musique de l'Est, peut-être bien cette piste-là. C'est Mais ouais, c'est super, moi je kiffe ce genre de zik, avec une espèce de vieille la roue qui fait du drone derrière, ce chant, tu vois, quasiment mortuaire là, enfin, ouais, moi c'est tout à fait mon genre de kiff, quoi, donc Mmh j'ai vraiment mh. kiffé, ouais. Mais je crois que ce qui est ouais, ça ressemble un peu à une vieille roue, c'est vrai, mais il y a aussi, ils utilisent ce qui ressemble à des cornemuses en fait. Enfin, ce qui n'en est pas du tout dans l'usage, je suppose, mais vraiment avec une poche d'air comprimée avec plein de flûtiers qui Ah, sortent de c'est partout. possible que ça soit ça aussi. Moi, ça me fait beaucoup Ouais. penser à ça. Je crois que dans les images que j'avais vues d'interprétation, parce que c'est une chanson qui est très très connue et populaire en Bulgarie, qui est un petit peu un des insignes de leur pays et de leur culture musicale. Ils Ouais, avaient des ouais, instruments un peu ça a dans ce été style-là, ouais. j'ai vu pareil que ça avait été pas mal, Ah, oui, acclamé c'est une pour ça. fierté. Alors après, j'ai eu honnêtement que très peu d'informations, en tout cas intelligibles, pour ma part, parce que je ne lis pas le cyrillique. Mais c'est une chanson donc de «folk» entre guillemets bulgare, qui parle de Delayo, qui est une rebelle, qui est un leader rebelle. Sinon après à côté de ça, j'ai eu très, très peu d'informations, mais ça a été enregistré en 1977, donc l'année où ont été envoyés, les Golden Records avec la sonde Voyager 1 et 2. Il faut savoir qu'encore une fois, c'est Voyager 2 qui est parti avant, mais bon, ça, c'est les fun facts de l'espace. On vous laisse aller creuser ça. Je sais pas si vous vouliez rajouter d'autres choses sur la piste. Non, moi c'est bon. C'est Ouais, ouais, Bah parfait. pas écoutez, on nécessaire. va passer donc à la troisième et dernière partie de notre émission. Et je pense qu'on a un petit peu de temps cette fois parce qu'on s'est pas trop éternisé sur les actus. Et cette partie, on a décidé de discuter un petit peu de tout ce qui est privatisation de l'orbite terrestre. Déjà, privatisation de l'ISS pour commencer, mettre un peu les bases et aussi voilà comment le domaine privé s'approprie en partie ou non d'ailleurs l'orbite de notre Terre et peut-être même plus loin dans l'espace. Je vais commencer un petit peu cette partie si vous l'acceptez par petite fun fact, une petite news qui a déjà été un petit peu communiquée ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est le fait que potentiellement, on n'est pas encore sûr et certain bien sûr, mais c'est quand même bien sourcé. On aurait un vol dans l'ISS qui emmènerait pendant une petite dizaine de jours l'acteur Tom Cruise et son réalisateur, alors il faudrait que je retrouve son nom dans quelques minutes, pour un film qui serait le premier film tourné réellement dans l'espace, donc tourné dans l'ISS cette fois pendant 8 jours environ, et qui serait lancé, on pense, et c'est presque sûr, par SpaceX via la compagnie Axiom Space, qui est un tout nouveau dans ce milieu-là, et qui serait voilà donc du tourisme spatial, là pour tourner un film dans l'ISS. Est-ce que vous en avez entendu parler vous? Non, mais du coup, ça me paraît crédible dans le contexte de 2020, mais mais ouais, c'est assez, ça me fait vraiment marrer pour le coup, parce en plus de ça, genre, enfin, c'est pas n'importe qui, quoi, c'est Tom Cruise, enfin, le mec de Mission Impossible, quoi, qui se retrouve, dans la station spatiale internationale pendant 8 jours pour tourner un film d'action. Ouais, Alors, c'est une, film d'action, on ne sait pas encore d'ailleurs. ça me donne l'impression que c'est une bah, non, ouais, Oui, peut-être bon, oui, pas, oui, oui, forcément, oui. mais Il y a quand même peu de chances que ce soit un film d'amour, Oui, hein, enfin oui. un bah, je romantique. sais pas, après, c'est vrai qu'il a fait Eyes Wide Shut, il y a d'autres trucs, hein, un peu avec, c'est lui aussi pour, je sais plus comment ça s'appelle, film sur la perte d'identité là, mais ouais, il a fait d'autres choses. Mais enfin bon, on va pas se mentir, Ah, avec les dernières sorties qu'il a fait maintenant, on me dit dans c'est l'oreillette qu'il pourrait faire un remake de Maman j'ai raté l'avion en Maman j'ai raté l'ISS. Ouais. Bah, surtout que, bon, comme tu le disais aussi tout à l'heure, film d'action, on ne sait pas, mais donc je viens de retrouver le réalisateur qui partirait avec lui, c'est Doug Liman, donc qui est quand même responsable de La mémoire dans la peau, Monsieur, enfin Mr. and Mrs. Smith,
Edge of Tomorrow aussi, donc il y a déjà un film Très avec juste. Tom Cruise qui est Et sci-fi. estimons-nous heureux qu'ils aient pas envoyé Michael Bay, sinon l'ISS aurait une courte vie. Oui, je pense qu'ils n'auraient pas laissé jouer Michael Bay trop longtemps avec l'ISS, mais peut-être qu'en post-prod, par contre, on peut faire des trucs incroyables. Mais bref, ça c'était la petite fun fact qui introduisait un petit peu ce sujet, qui est quand même un sujet sérieux, qui est celui de la privatisation déjà de l'ISS, parce que là, encore une fois, comme je le disais, c'est un vol qui va sûrement être assuré par SpaceX par une commande de la boîte Axiom Space, qui est une boîte qui a des grandes ambitions, même si elle a été créée que récemment, qui est par exemple de mettre un nouveau module dans l'ISS, enfin amarrer un nouveau module à l'ISS avant 2024, qui serait un module d'habitation, et ce qui représenterait plus ou moins voilà, le premier hôtel spatial au monde. Et par la suite, ils voudraient en mettre encore d'autres pour arriver à une station spatiale autonome. Mais ça, on va y revenir. Mais vous, déjà, voilà, cette incursion un petit peu du privé dans l'ISS, vous le recevez comment? Bah oui, c'est la question que je voulais vous poser aussi parce que, enfin, moi, naturellement, c'est un truc qui me rend relativement triste, l'idée de privatisation en général. Mais là, d'autant plus avec avec le contexte spatial, quoi, et scientifique. Mais justement, je sais pas si c'est à tort ou à raison, cette espèce comment dire? De refus de privatisation dans ce domaine-là, pour ma part. Parce que j'ai regardé un peu là, au sujet justement de l'ISS et en fait, notamment via l'agence spatiale canadienne, c'est plutôt partagé, hein. Même les experts en ingénierie spatiale disent en fait c'est sûrement une bonne nouvelle, en tout cas pour la CSA, enfin du coup la Canadian Space Agency, cette idée de privatisation, visiblement c'est une bonne nouvelle pour eux, alors que moi naturellement je me disais que sans doute de la privatisation ça allait sûrement justement niquer le côté scientifique de la chose pour quelque chose de beaucoup plus touristique et voilà. Donc je sais pas, ouais, qu'est-ce que vous en pensez Bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que bah, privatiser, faire par exemple venir un réal et un acteur comme Tom Cruise dans la station internationale, bah il y a deux choses que ça va apporter dans un premier temps pour la communauté scientifique, mais pour les parties prenantes de la station, c'est déjà un apport financier parce qu'il faut quand même voilà, ça fait graviter de la thune tout ça, mais aussi une notoriété, c'est-à-dire que tous ceux du grand public qui s'intéressaient de loin à l'ISS, ils voient que Tom Cruise va aller dans l'espace, bon bah tout de suite, ça va quand même attirer un public qui pouvait être très loin de tout ça, ça va l'attirer un peu plus près de ce questionnement. Et ce que je disais par l'idée d'un serpent qui se mord la queue, c'est que dès qu'on privatise quelque chose, bah, ça va avoir un gain d'argent pour les sociétés qui étaient déjà sur le coup, sur les organismes. Mais bah, qui dit privatisation par des entreprises dit aussi capitalisme à l'état pur, entre guillemets. Donc bah, ça va être recherche de profit. Donc, comme tu disais, bah, on risque peut-être de perdre un petit peu de l'aspect scientifique derrière, quoi. Ouais, pour rebondir aussi, forcément, alors je pense pas que ça soit ni tout noir ni tout blanc. Pour revenir sur ce que tu disais à ce moment-là, Thomas, c'est que l'aspect scientifique, on sait déjà que par exemple, un des buts affichés d'Axiom Space, ça serait après d'avoir à terme donc une station autonome, on va y revenir je pense, et dessus de pouvoir aussi bien sûr permettre aux scientifiques qui le souhaiteraient de venir faire des expériences contre financement bien entendu, et pourquoi pas eux-mêmes souhaitent développer des matériaux, étudier des matériaux en apesanteur qui deviendraient rentables en fait économiquement. Donc il y a quand même cette pensée de rentabilité économique forcément, mais pour prendre de l'autre côté aussi, si là, donc c'est la NASA qui permet ce vol avec SpaceX, parce que c'est les infrastructures américaines qui vont être mobilisées à la fois sur Terre et dans l'ISS. Et si elle fait ça, c'est parce que quand même justement l'ISS c'est un coût gigantesque pour elle chaque année. Je crois, alors j'ai pas réussi à retrouver ma source, mais je crois pas dire de bêtises. C'est 3 milliards de frais de fonctionnement qui sont pris en charge par la NASA de manière annuelle concernant uniquement l'ISS. Donc c'est quand même un coût astronomique. L'ISS, c'est une structure qui n'est pas vouée à durer éternellement, hein. Logiquement, là, sous 10 ans à peu près, l'ISS devrait soit être entièrement privatisé, ce qui est une des possibilités, ce qui de ce côté-là, du coup, serait bénéfique selon moi parce qu'on ne perdrait pas cette structure, ou devrait être démantelé par partie et venir se désintégrer dans l'atmosphère terrestre. Donc bon, là, il faut savoir que par exemple, on parlait du vol de SpaceX qui emmènerait peut-être Tom Cruise et son réalisateur, etc. Le siège, c'est 55 millions de dollars.
Donc bon, c'est quand même pas négligeable pour à la fois SpaceX, mais aussi la NASA qui va récupérer une partie de cet argent-là. Donc c'est à double tranchant parce que ça permet de maintenir un peu plus l'ISS un peu plus longtemps, de continuer à la développer aussi, de peut-être garder une présence en orbite terrestre à long terme. Et après, d'un autre côté, ça va bien sûr mettre l'accent sur la rentabilité économique de certaines choses. Et on sait que le spatial, c'est pas toujours, en tout cas sur le court terme, rentable. Donc voilà, c'est un peu sur le fil du rasoir, quoi. Alors moi j'ai une petite précision, c'est que je me suis renseigné là justement sur la présentation spécifiquement de l'ISS. Alors c'est une décision qui avait été annoncée par Trump en 2018 et qui est toujours en discussion. Et au sujet de ce que je disais par rapport à la Canadian Space Agency, c'est que en fait ils sont plutôt pour cette privatisation dans l'idée, enfin les experts en ingénierie spatiale, parce que en fait l'investissement total des USA c'était 100 milliards de dollars alors que l'investissement canadien, c'était 80 millions de dollars. Ce qui fait que si jamais ils font une privatisation par partie, ou par temps, ou par que sais-je, il va y avoir un souci, entre guillemets, de combien telle ou telle agence nationale récupère en partie de l'ISS. Et du coup, là où ils sont contents, entre guillemets, c'est que de toute façon, s'ils ont quelque chose, ça sera de toute façon supérieur à ce qu'ils ont investi. Et donc, du coup, quelque part, des entreprises privées canadiennes pourront avoir une plus grosse part du gâteau que ce qui avait été investi à la base. Donc, c'est ça un peu leur idée. Mais là où ça relève, enfin, de manière, la question plus générale, ce que ça soulève comme question, c'est que c'est un véritable casse-tête parce que l'investissement de chacune des nations qui a participé à l'ISS est très différent. Beaucoup de parties de l'ISS ne sont pas indépendantes. Apparemment, la seule qui est réellement indépendante, ça serait la partie russe par rapport à l'ensemble des autres parties. Donc, c'est un véritable casse-tête de privatiser ce truc-là. Et c'est ceux qui ont investi le moins qui, quelque part, seraient potentiellement les bénéficiaires du plus à terme de cette privatisation. Donc, c'est en ça qu'apparemment, ça serait intéressant de privatiser l'ISS. Et à l'inverse, les mêmes experts aussi disent que de toute façon, l'avenir de l'exploration spatiale se fera visiblement avec le privé, ce qui n'est pas complètement con, Oui, déjà en 2018 quand ils annonçaient ce truc-là, parce que on le voit avec Bezos et SpaceX que y a de plus en plus d'entreprises privées qui investissent et qui s'investissent genre massivement dans la conquête spatiale en quelque sorte. Donc bah, malheureusement, au niveau politique et éthique, moi j'ai envie de dire c'est un peu triste, mais quelque part, on- si on renonce au côté éthique de la chose, bah, c'est forcément ce qui va se produire dans les prochaines années. C'est un peu triste, pour moi en tout cas, mais visiblement, de toute façon, l'idée c'est qu'il va falloir faire avec, quoi. ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, Pardon, vas-y, vas-y, je vas-y, t'en vas-y, prie. Thomas. Non, mais l'idée, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai que pour l'instant, bon, on voit Tom Cruise qui va avec un réal, ça paye, ça rapporte. À l'ISS, ça rapporte, ça comme tu disais, ça va permettre de faire quelques économies aussi. Tant qu'on s'en tient, voilà, à un Sigourney Weaver pour un prochain remake d'Alien dans l'ISS, ou à Vin Diesel qui va nous faire un remake de Fast and Furious et faire, les drifts avec l'ISS, OK. Maintenant, c'est vrai que c'est pour la suite qu'on va pouvoir vraiment se poser des questions. C'est comme tu disais, Gaëtan, il va falloir faire avec parce que, bah, ça apporte quand même des avantages. La question qu'il va falloir suivre, à mon avis, de près, c'est quels vont être les usages de ces entreprises privées? Quelles vont être ces entreprises privées? Parce qu'on peut voir, comme tu l'as dit, Simon, Axiom Space est arrivé sur la scène il n'y a pas si longtemps. Donc, il peut y avoir d'autres entreprises qui saisissent l'occasion de se créer ou en tout cas de se développer sur de nouvelles branches pour profiter de cette phase. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être à terme, plus tard, les objectifs de ces entreprises privées? Parce que là, on parle d'acteurs, de cinéma ou d'un hôtel, en orbite, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir par la suite? C'est la question qui se pose, qui a été relevée notamment, par aussi le traité de l'espace, dont j'avais déjà parlé dans une émission, Ouais. je crois, qui a été bafoué dès lors que, de toute manière, SpaceX a dit: «Moi», enfin Elon Musk, plus que SpaceX: «Moi, je vais coloniser Mars». Il se trouve que dans ce traité, si je dis pas de bêtises, il est clairement stipulé qu'une entreprise privée n'a pas le droit de coloniser un objet extraterrestre. Oui, Voilà. oui, et puis de toute façon, Donc à partir de là vas-y, vas-y. non, voilà, donc à partir de là, des questions se posent, tout simplement. Et puis pour revenir sur ce que tu Ouais, puis disais, attends, non, vas-y, vas-y.
Bah, ce que là où je voulais intervenir un peu là-dessus, c'est que les questions se posent parce que éthiquement, on pense évidemment un petit peu au pire, parce que quand on pense privatisation, surtout de quelque chose comme ça qui peut être assez publicitaire, pour l'instant, comme tu dis, bah, effectivement, c'est Tom Cruise qui fait c'est plus de la publicité culturelle qu'autre chose, mais à terme, on peut imaginer des choses qui soient beaucoup moins éthiques et beaucoup plus craignos. Et qu'on redoute un petit peu, c'est le tourisme de luxe dans l'espace, c'est des problèmes éthiques, les armes dans l'espace, les technologies dans l'espace, les recherches dans l'espace, etc., qui seront pas forcément faits de manière éthique, dans le sens où, vu que ça sera pas dirigé par un conseil scientifique national, on peut se retrouver avec des choses beaucoup moins ragoûtantes là-dessus. Après, il faut pas oublier que avec SpaceX et avec les entreprises qui sont du privé à l'heure actuelle, qui sont dans la conquête spatiale, on est quand même sur des choses qui, pour l'instant, sont encore de l'ordre du scientifique et de la recherche, comment dire, d'un avancement qui est plus international, justement, du fait que ce soit pas une entreprise nationale que quelque chose de craignos de l'ordre du tourisme pour riches, quoi. Mais c'est ça qui Oui, fait flipper, effectivement. C'est ce Ouais, côté où, d'un seul coup, l'espace va devenir. Déjà que c'était privilégié parce que c'était un privilège pour, à l'époque, des soldats américains et pour très petit nombre de personnes dans l'humanité. L'idée de les gamins qui voulaient devenir astronautes dans les années 70-80, quoi. Mais, euh, mais là, maintenant, là, si c'est une question de privé un peu dégueulasse, on peut se retrouver avec un espace dans le sens, je veux dire, l'espace interstellaire, quoi, en gros, qui soit comment dire, la seule possibilité d'y accéder serait pour les riches, quoi. ouais, C'est ça ouais. qui pose Puis tu vois, un gros problème éthique, quoi, derrière. même une question toute simple éthique, c'est on parle d'un hôtel en orbite, bon, admettons. Mais tu prends n'importe quelle personnalité avec des moyens conséquents, qui aurait par exemple, je sais pas moi, un garde du corps ou quoi, ou qui voudrait faire passer la moindre arme, c'est pas possible. Il y a plein de questions qui se posent autour de tout ça, que ce soit les armes, que ce soit bah, une station, oui, du privé, oui, mais qu'est-ce qui. Le sol de cette station Euh, à qui il appartient? oui. À quel pays? Bah, À quelle logiquement à frontière? personne, Comment encore ça une fois, se. parce que tout ce qui est dans l'espace Et n'appartient à voilà. personne. Mais enfin, Sauf que aucune entreprise privée n'a, d'après le traité d'espace, le droit de ouais. s'approprier, de coloniser euh, un objet Bah, extraterrestre. comme Voilà. ce dont on avait rapidement parlé sur la Lune, où il y avait eu des projets de mettre des publicités, etc. sur la Lune, et des projets pas si farfelus que Ouais. ça, qui avaient quand même évolué et qui étaient poussés. Mais encore une fois, cette raison a été invoquée que personne ne peut s'approprier une Terre spatiale autre que sur Terre, justement. Il y avait aussi la question dans le cadre de minage d'astéroïdes, ce qui reste pour l'instant entre guillemets de la science-fiction, mais ce qui est quand même plus ou moins sérieusement envisagé par des entreprises à la fois publiques et privées. Mais bon, déjà, le tourisme spatial, ça ne commence pas tout juste avec ce vol-là de Tom Cruise, qui devrait arriver donc courant 2021. Pour ceux qui ne savent pas forcément, il y a déjà une entreprise qui s'appelle Space Adventures, qui propose ça depuis début des années 2000. C'est une entreprise qui a été créée en 98 et qui a déjà envoyé, alors que je reprenne mes sources, je crois, 7 personnes dans l'espace, de 2001 à 2008. Et ils envoyaient, ouais, c'est ça, de 2001 à 2009. Et ils envoyaient ces riches personnes qui quand même payaient aussi plusieurs dizaines de millions pour aller dans l'ISS via des fusées Soyuz. Et donc voilà, c'est pas une première, c'est quelque chose qui existe déjà et ça va être poussé. Pour l'instant, c'est que du tourisme via l'ISS, mais à terme, comme je l'évoquais, ce que souhaite faire Axiom, c'est en fait de détacher la partie enfin les modules qui vont amarrer l'ISS pour se créer une plus petite station, mais qui serait autonome et qui resterait du coup en orbite terrestre. Mais aussi pour revenir et faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets, sans trop y croire, sur ce que tu disais Gaëtan, dans le fait que si on donne un petit peu cette trop de marge de manœuvre au privé ou que lui-même peut être complètement autonome, ça serait moins surveillé du point de vue éthique et intérêt scientifique. Mais je tiens quand même à rappeler que les États-Unis ont eu un programme dans les années 60 et qui s'appelle le programme Starfish Prime, qui est quand même une des plus grandes, peut-être un des trucs les plus cons, parce que là on peut vraiment utiliser ce terme-là qu'on ait fait du point de vue spatial, qui est quand même enfin de faire exploser une tête nucléaire en haute altitude pour voir ce que ça ferait en gros quoi. Et ils l'ont fait. Donc c'est pas quelque chose qui le conseil scientifique ne les a pas retenus. Et surtout qu'en plus les responsables de ce programme-là c'était la commission d'énergie atomique aux États-Unis. Et donc ils ont quand même fait exploser une charge nucléaire dans l'espace pour voir ce que ça faisait par rapport à la ionosphère, par rapport aux ondes radio, est-ce que ça pouvait détruire des missiles, etc. Donc
encore une fois, le public peut avoir sa part, peut-être moins aujourd'hui, mais de tests un peu farfelus et parfois très dangereux, parce que ça l'était clairement. Donc le privé, quelque part, s'il est un petit peu cadré, est peut-être pas capable de faire pire aussi, c'est ce qu'on peut se dire. C'est clair. De toute manière, quand on parlait d'armes, on parlait de je reviens sur le traité de l'espace une nouvelle fois et après promis j'arrête, mais parce que c'est finalement un petit peu un des rares textes de loi qui préfigure, pour réguler un peu tout ça. Bien qu'il ait été signé par un très grand nombre de pays, alors, au risque de me gourer, je préfère pas en citer, mais je sais que les États-Unis, par exemple, l'avaient signé à l'époque. Heu, qui qui est là, qui sera là pour faire respecter ce traité? Au sens où, on l'a déjà bafoué énormément de fois. Il a déjà été bafoué beaucoup de fois et il a été, comment dire? Utilisé, cité que dans certains médias, dans certains articles, dans certains événements, mais c'est vrai que, voilà, il a déjà été bafoué, il a déjà été, il y a peu de régulation qui est faite pour l'instant sur les dires, les objectifs, les volontés. Il y a peu de choses qui sont réellement cadrés malgré ce texte. Ce texte qui date aussi, si je ne me trompe pas, de 1967, donc il n'est plus non plus forcément à jour par rapport aux objectifs de l'époque et aux objectifs qu'on peut avoir maintenant. Mais Et puis la voilà, guerre froide et tout ça, ouais. voilà, c'est Mais ça. ouais. Après, de toute façon, ce qui pose problème, et c'est bien d'adresser la question dès maintenant, même si c'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de tourisme déjà spatial. Mais de toute façon, c'est qu'on va dire, mais vu le contexte social général de l'humanité, c'est-à-dire le gap entre riches et pauvres qui augmente considérablement et de manière exponentielle à l'heure actuelle, c'est une question qu'il faut adresser de manière immédiate, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, à terme, de toute façon, qu'on laisse le droit à des entreprises privées, des droits, par exemple, sur des recherches scientifiques ou sur de l'armement ou que sais-je, ou qu'on lui laisse pas, le pouvoir de l'argent à l'heure actuelle fait que on peut tout à fait imaginer des choses pas cool et impossibles à contrôler. C'est-à-dire que je dis ça, c'est pas pour faire un cliché débile, mais dans l'idée, imaginons qu'il y ait le Bahreïn ou les Émirats arabes unis qui décident de faire, je sais pas, une station de ski dans l'espace. Parce que, enfin, tu vois, on n'est pas loin de ce genre de conneries à l'heure actuelle, là, avec les richesses colossales de certaines entreprises privées ou certains pays, et de se retrouver avec des choses complètement absurdes qui polluent, qui sont éthiquement pas bonnes, avec, tu vois, des conditions de travail sur Terre, par exemple, pour certaines entreprises, qui seraient absolument ignobles pour la construction des matériaux ou de ce genre de choses. Et puis à l'inverse aussi, dans l'espace, il y a quelque chose qui serait de l'ordre du privé, de l'accès à ces infrastructures, à ce genre de choses, qui soit effectivement pas éthique du tout. Et c'est vraiment le moment d'adresser la question, même si de toute façon, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas un pouvoir énorme sur la question, Ouais, mais de manière nationale ou internationale. Donc c'est bien de commencer directement à freiner dès maintenant et à poser les questions et à les poser de manière ferme, quoi, en fait. bah, c'est un peu, alors on avait déjà un petit peu discuté de ce sujet-là dans une précédente émission du lien entre public et privé. Je vous invite à écouter si vous voulez avoir un peu plus d'informations, mais ce que tu dis, c'est totalement vrai et c'est un peu quelque chose qui s'est posé il y a déjà 10, 20, 30 ans, sur le début de la conquête spatiale, même au moment des efforts pour aller sur la Lune et cetera. Mais aujourd'hui, on en arrive à des ampleurs et à des projets, des missions qui quand même nous demandent de justement poser les choses de manière, précise et actuelle, comme tu le disais aussi Thomas. C'est vrai que justement cette convention, ce traité de l'espace, il a été écrit il y a quand même un long moment. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est déjà de l'entériner une nouvelle fois auprès de chaque pays qui sont signataires et aussi d'adapter les clauses, les différentes règles, les régulations qu'on a mis en place aux objectifs actuels et à ce qu'on pense pouvoir faire dans les prochaines années pour déjà, par exemple, limiter, on en avait déjà évoqué, la pollution en orbite autour de la Terre, limiter les projets qui pourraient être dangereux d'un point de vue atmosphérique pour la Terre, mais aussi de contamination de la Lune ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de choses à voir, quoi. Ouais, puis pour rebondir, il faut limiter aussi, pardonnez-moi l'expression, mais limiter la connerie humaine. Parce que je me souviens qu'il y a encore, quelques années, mais toutes récentes en arrière, où, on voyait des dirigeants de pays ou autres qui citaient, le fait de pourquoi pas équiper certains satellites de lance-missiles, air-sol. Parce que pour, bah, avoir un ciblage beaucoup plus précis et puis pouvoir balancer, des roquettes un peu partout sur le globe n'importe quand.
Donc on se retrouve avec des aberrations pareilles qui sont, quand on étudie un peu le truc, c'est-à-dire que si on a un pays qui équipe 100 satellites avec des missiles au-dessus de nos têtes, heu, en termes de puissance, tous les autres pays peuvent plus rien dire, quoi, hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est terminé. Donc c'est Ouais, vrai que puis ça en termes pose de risque aussi, ouais. Enfin, ouais, c'est pour ça. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est le problème de l'armement aussi. Mais enfin, le problème, il doit s'adresser maintenant, c'est sûr, parce que rien que déjà que c'est compliqué de faire des régulations éthiques, ne serait-ce que sur le territoire européen, quoi, entre pays, alors que c'est un territoire, je veux dire, on marche dessus tous les jours. Il y a une histoire des lieux, etc. c'est clair. Rien que ça, c'est déjà la croix et la bannière pour réussir à faire quelque chose de correct, parce qu'il y a le pouvoir de l'argent, parce qu'il y a le pouvoir des banques, parce qu'il y a le nationalisme, parce qu'il y a plein de choses qui freinent ce truc-là. Mais dans l'espace, naturellement, j'ai l'impression que le commun des mortels, en gros, se dit: «Bah, c'est le grand vide spatial au-dessus, ça n'appartient à personne, pourquoi j'irais pas y foutre quelque chose?» Enfin, c'est un Ouais, peu Moonraker aussi, tu vois? Pour reparler de James Bond, c'est un peu cette idée-là, quoi. Moonraker, c'est typiquement ça, c'est un mégalo privé qui décide de balancer une arme, surpuissante en orbite au-dessus de la Terre, quoi. c'est ça. En fait, ouais, c'est l'idée générale de dans le cerveau des gens, on a l'impression que naturellement, on se dit: «C'est l'immensité du vide là-haut et il y a pas de règles particulières. Pourquoi pas, faire un peu ce qu'on veut?» Alors que justement, c'est l'espace public le plus international qui existe et quelque part, l'ensemble de ces mètres cubes de vide autour de la Terre, ils appartiennent à chacune des personnes sur cette Terre. Mmh mh. C'est Donc, clair. il y a un gros problème avec ça parce que déjà que de fait, à l'heure actuelle et depuis le début de la conquête spatiale, depuis, l'idée, même d'envoyer quelqu'un au-delà de l'atmosphère, terrestre, beh, on est déjà dans quelque chose qui est qui est le comment dire? Il y a que certains pays qui avaient la possibilité de pouvoir lancer un programme spatial à l'époque. Il y a encore aujourd'hui certains pays qui peuvent pas lancer un programme spatial. Je pense à une immense majorité des pays africains notamment qui ont un retard colossal là-dessus parce que au niveau des infrastructures, au niveau du financement, c'est impossible pour eux de suivre et en fait, bah, du coup, eux, ils excitent complètement tout ce côté-là, quoi. Donc Ça. c'est un grave, grave problème, quoi. C'est Et un surtout grave quand problème, on avant ouais. même de commencer à parler de potentiellement des armes en orbite ou un hôtel, privé ou, ce genre de choses. Il y a déjà un souci à l'heure actuelle, éthique dans la façon dont on conçoit l'idée de l'espace, beh, je au-dessus de la Terre quoi, en dehors de l'atmosphère et au-dessus de n'importe quel pays, au-dessus de l'océan, au-dessus des eaux internationales. Il y a déjà un souci, dans le concept même, Et quoi. c'est exactement ça. Puis l'espace, finalement, c'est pour l'instant, l'espace, c'est le pouvoir, vu par quasiment tout le monde. C'est un pouvoir qui peut être économique et capitaliste. Voilà, si on va sur une autre planète, qu'on arrive à trouver une ressource en grande quantité, eh ben, on pompe. C'est un pouvoir politique, un pouvoir juste pour, comme on disait, mettre l'empreinte de sa puissance. C'est l'espace pour l'instant, c'est le pouvoir et tant qu'il y aura pas un vrai conseil de régulation de ce pouvoir, il pourra s'exprimer et être saisi de n'importe quelle manière et c'est vrai que c'est ce qu'on disait un peu au fur et à mesure de ce débat. C'est qu'il faut le réguler, il faut se poser les bonnes questions le plus tôt possible, avant que ce pouvoir soit exprimé, soit exercé d'une manière ou d'une autre par une personne, physique ou morale, qui devienne à terme plus ou peu contrôlable. Ouais, Voilà. ouais et puis même, enfin, il Ouais. faut le réguler et puis ce qu'on voit déjà, commencer à apparaître, c'est des «mesures de défense» entre guillemets qui peuvent justement causer un peu l'escalade, mais de certains pays par rapport à des comportements d'autres pays du point de vue spatial. On a récemment, enfin il y a quelques mois, voire années maintenant, eu vent qu'un satellite russe se serait rapproché d'un satellite européen et aurait potentiellement essayé de récupérer des informations, sur ses communications et ce qui a amené par exemple, on en avait parlé très rapidement il y a quelques semaines, l'Agence spatiale française à mettre en place un développement d'un satellite de surveillance, en fait, qui aura d'ailleurs le doux nom de Yoda, qui aura pour mission de surveiller les autres satellites de la flotte française et voir s'ils ne sont pas approchés par d'autres satellites qu'on peut considérer comme espions. Donc c'est des violations déjà de ces traités et même des avancements politiques dans l'espace un peu plus insignifiants entre grands guillemets que peuvent l'être le lancement d'une charge nucléaire à 400 km de la Terre. Mais c'est aussi quand même une preuve que il y a plein d'enjeux, pas que économiques, mais aussi politiques, militaires, stratégiques, qui jouent dans l'espace, et que si on n'y met pas des règles précises qui soient
appliquées et qui doivent être respectées par l'ensemble des pays qui ont un programme spatial en tout cas, même tous d'ailleurs, eh ben, on va au-devant de potentiels problèmes graves diplomatiques et humains dans l'avenir, quoi. Ouais, et puis en plus, la question c'est, comment on règle le problème? C'est-à-dire qui fait la police, en fait, de ça? Avant même parce que si on règle pas les problèmes en amont, c'est un peu que l'histoire du territoire vierge, classique, hein, dans l'histoire de l'humanité en général. C'est genre on découvre les USA, on excite les natifs et on dit: «Bah, d'accord», enfin le territoire d'Amérique du Nord, hein, pas que les USA, mais dans son ensemble et au-delà des habitants qui sont déjà sur place, l'idée c'est là-bas on y fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, non, vous n'avez pas le droit d'aller y mettre une mine d'or, d'aller chercher du pétrole. Ouais, ben qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon. C'est-à-dire, tu es la couronne d'Angleterre, mais moi, je me suis déplacé à l'autre côté de l'Atlantique, et là-bas, je fais bien ce que je veux. Il y a personne, il y a pas d'État à l'heure actuelle, il y a pas, tu vas pas venir m'emmerder avec ta police de la couronne, quoi. Et c'est la même chose. Ce dernier territoire vierge qui est l'espace, sans parler de la Lune, sans parler de Mars, même l'espace en général, le système solaire et au-delà. La question, c'est si jamais quelqu'un de puissant au niveau de sa puissance financière, qu'il soit privé ou national, décide d'aller foutre la merde dans l'espace, qui peut dire ouais mais attendez vous n'avez pas le droit. Ben ouais mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux pas, il n'y a pas de flotte spatiale type ONU ou casque bleu quoi. Donc ça fait flipper parce que je pense qu'on va arriver à terme, si ces problèmes-là sont pas adressés de manière «adulte» entre guillemets, dès maintenant, dans les prochaines années, c'est quasiment certain pour moi, il va y avoir une espèce de police internationale de l'espace qui va essayer de gérer des entreprises privées pour pas qu'elles fassent n'importe quoi. Ben ouais. Je vois ça arriver honnêtement, c'est peut-être débile de ma part, mais je vois ça arriver dans les prochaines décennies. Quelque chose d'international, une police internationale qui va pouvoir aborder en gros d'autres satellites, d'autres objets, d'autres stations, Oui, pour vérifier que dedans, il n'y ait pas des comme saloperies qui se les passent, quoi. gardes-côtes spatiales, quoi, plus ou moins. C'est ça, ouais, Ben c'est ça. ça, on en avait déjà aussi un petit peu parlé encore une fois, mais des structures institutionnelles publiques qui sont responsables un petit peu à la fois du programme spatial, mais aussi de la régulation, il y en a qui se créent. Celle qu'a créée justement Donald Trump qui s'appelle la Space Force, et aussi en France, qui a été un peu moins médiatisée, mais qui a été mise en place sous Emmanuel Macron, c'est le commandement de l'espace. Et est-ce qu'à terme, il y aurait par exemple des unions type ONU qui pourraient avoir une régulation plus globale sans parler du point de vue uniquement d'un pays ou d'un continent? Ça, à mon avis, je suis plutôt d'accord avec toi que déjà, ça va être nécessaire plus que rapidement et que ça va être mis en place, je pense. Après, dans quelle mesure, je sais pas, tu vois? Parce que le privé prend quand même une part de plus en plus importante sur les programmes spatiaux, à la fois en lien avec le public. On peut prendre l'exemple de SpaceX et de NASA, mais c'est loin d'être les seuls. Et ça a toujours été plus ou moins le cas, mais Cas là, aussi peut-être avec les que déchets, parce que sans parler que ça prenne une place colossale, en gros, qui englobe notre planète à cause des lanceurs de satellites, etc. Quelque part, imaginons est-ce qu'un procès pourrait être lancé sur, je sais pas, je dis une connerie, mais France Télécom, parce que en fait, quand ils ont lancé leurs satellites, ils ont tellement balancé quelque part, ils occupent un espace dans l'espace autour de notre planète. Et occuper cet espace-là, c'est pas réglo, parce qu'en fait, il n'y a pas de territoire, et rien que le fait de claim, en gros, des débris, ben, c'est déjà empêcher cette zone-là d'être libre pour d'autres beh, projets, pour d'autres pays, etc. Enfin, oui, oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Genre, imaginons que dans quelques années, il y a un programme spatial de l'Ouganda. Et l'Ouganda dit, bah ouais, mais en fait, on peut plus rien lancer, nous les gars, parce qu'en haut, vous avez balancé tous vos déchets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une nation peut pas répondre parce que le nombre de déchets de programmes spatiaux nationaux est pas énorme. Mais à l'inverse, par contre, les entreprises privées de télécommunications, c'est eux qui ont fait 90% des déchets. Et donc, on pourrait imaginer un pays porter plainte contre France Télécom, contre AT&T ou ce genre de choses pour dire, bah ouais, mais en fait, vous avez tellement pollué l'espace qu'aujourd'hui, c'est quasiment comme si vous aviez Bah, c'est un peu mythe et barbelé, en gros, sur un territoire, en disant, bah, maintenant, c'est à nous, même si c'est c'est une question rempli qui que de s'est posée déchets, pour quoi. pas mal de choses. Alors, de là à aller jusqu'à des procès sur des compagnies, pas forcément pour le moment en tout cas, mais ça s'est posé. Les astronomes ont déposé, voilà, des pétitions et cetera au moment, du lancement, enfin, des premières grappes de satellites Starlink. On a eu aussi des plaintes qui ont commencé à bondir au moment où la Chine a fait des tests de destruction de satellites, ce qui crée des débris. Et ce que je propose, parce que comme tu le disais, l'émission a bien avancé. Clairement, je pense qu'on a dépassé peut-être un petit peu l'heure, mais je pense que nos auditeurs ont été aussi captés par notre discussion. Mais qu'on en discute d'un point de vue plus global de la pollution de l'orbite terrestre et du point de vue privé, public et ce qu'on peut en faire à l'avenir dans une prochaine émission.
À part si peut-être que Thomas, tu avais un dernier truc à rajouter. Non, complètement Non, moi, ça me d'accord avec paraît ça. bien, ouais. Parce Je que pense que c'est un sujet à aborder en longueur bah oui, parce que oui. ça pose Il y a plein de beaucoup de choses à dire. questions. Ouais. Il y a Mm, énormément de mm, choses à dire, donc il faut qu'on le traite de Et puis on manière poussée. l'avait déjà un peu évoqué et à chaque fois ça revient comme sujet subsidiaire qu'on n'a pas le temps d'approfondir, mais il y a des choses qui se font ouais. déjà de plein de points de vue, donc on pourra y revenir si vous le souhaitez dans une Ouais, je pense que émission. ça serait bien de faire un dossier effectivement là-dessus, Ouais. parce que cette question-là, elle revient quelle que soit la question en fait Mm. qu'on aborde avant, on finit toujours par Ouais, arriver ouais. à ce problème de. Donc Ouais. autant qu'on puisse On pourrait prendre un inviter petit moment, un pro déchet pour voir essayer de enrichir le de débat. contrebalancer peut-être, non, mais ça peut être intéressant et puis même de se renseigner sur les arguments des pour et des contre. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on clôture doucement l'émission. Je voulais faire une petite transition rapide tout à l'heure, mais j'ai perdu l'accroche sur le fait que bon, le privé, ça développe aussi des choses qui sont quand même intéressantes sur le futur de l'espace. On parle ici en partie de SpaceX, qui va tester logiquement dimanche, lundi ou mardi, on ne sait pas encore, son Starship, dont on a déjà parlé dans l'émission. Sans être pro forcément SpaceX, Blue Origin ou que sais-je, c'est quand même une avancée qui peut être intéressante. Donc on invite les gens à suivre ça. Alors on sait, l'émission sera diffusée mardi, donc peut-être que le vol n'aura pas encore eu lieu vu qu'il fait que d'être repoussé, mais ce sera le premier vol test à 12 km 5 qui va, à mon avis, nous donner des images assez incroyables. Donc on en reparlera sûrement dans une prochaine émission ou sur Horizon. Et en attendant, je pense qu'on va se dire qu'on se retrouve dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter en plus. Si ce n'est à dans 2 semaines et au plaisir de vous retrouver tous aussi nombreux à la prochaine émission. Voilà. Eh ben bravo, tu m'enlèves les mots les mots de la bouche, ouais. J'ai hâte de vous retrouver pour redébattre de ce genre de problématiques sur la conquête spatiale. Donc oui, effectivement, dans 2 semaines. Bah écoutez, S'il y a un pro déchet parmi nos auditeurs, pourquoi pas qu'il nous ce genre contacte. ou un méchant de dessin animé des années 90, 2000, pourquoi pas? Mais écoutez, ouais, Heu, n'hésitez pas à nous contacter, on peut se faire un Discord, tout est faisable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça n'aura pas été trop long. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Odyssée. Et sur ce, je vous dis de continuer à écouter de la musique, des podcasts sur le spatial, sur GMT ou pas. Et à très bientôt et une bonne fin de soirée.